à présent au président du MEDEF France de venir rejoindre sur scène et on peut l'applaudir, Patrick Martin, pour poursuivre les échanges et les discussions. Patrick Martin. À nouveau sur le territoire brétilien, on s'était quitté au Forum économique breton à Saint-Malo. Vous nous faites le plaisir d'être ici pour ce moment très, très fort, très impactant. On aura l'occasion de vous écouter jusqu'à la fin de cette plénière sur différentes tables rondes. Avant cela, vous avez aujourd'hui, et avant de vous écouter seul sur scène, mais vous avez visité la cyberdéfense d'excellence sur Bru. C'est un moment qui pour vous a aussi été important parce que c'est un thème d'actualité très important dans un monde compliqué, un monde qui retient un peu son souffle. Et peut-être nous dire, pour démarrer vos propos, que le MEDEF avant tout entend porter une voix à l'international, au niveau européen et au niveau national forcément. Si vous me permettez, je vais commencer par vous saluer toutes et tous, Madame la Ministre, Madame la Sénatrice, mon Général, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis entrepreneurs, et avec un coup de chapeau particulier, puisqu'ils viennent d'être honorés, à nos mandataires. J'ai voulu que l'année 2025, au niveau national pour le MEDEF, soit l'année des mandataires, parce que l'ayant été moi-même, je sais que ce sont des rôles, des missions qui sont essentielles à la bonne marche de nos entreprises, de nos territoires, et je n'hésite pas à dire du pays, dans le cadre d'une démocratie sociale qui, à certains égards, fonctionne encore mieux qu'une autre démocratie à laquelle, républicainement, on est très attaché. J'en dirai un mot. Donc, immense respect, beaucoup de remerciements à nos mandataires. Je les salue très respectueusement. Alors, j'en viens à la question. Pour vous dire que, effectivement, je crois qu'il est essentiel pour nos entreprises, mais là aussi pour notre pays, que nous ayons un regard beaucoup plus acéré, et on dit ça comme ça maintenant, beaucoup plus holistique. J'ai découvert ce terme il y a quelques temps, donc je fais le malin. Non, je veux dire qu'on a une vision vraiment planétaire de la situation. Il le faut d'autant plus que je pense qu'une des raisons pour lesquelles notre pays s'égare d'une certaine manière, c'est précisément parce que certains, y compris dans nos élites, n'ont pas cette vision, cette compréhension de ce qui se passe à travers le monde, et ce faisant ne mesurent pas à quel point notre pays prend parfois des options qui nous décalent de ce qui se passe autour de nous, bien sûr aux États-Unis, bien sûr en Chine, et nous, entrepreneurs, en tout cas un certain nombre d'entre nous, nous nous rendons dans ces pays, nous avons des concurrents qui viennent de ces pays-là. Donc on est aux premières loges, comme dans bien des matières, pour savoir que le monde bouge à une vitesse incroyable. Mais sans même aller aux États-Unis ou sans même aller en Chine, où je me suis encore rendu récemment, voyons à nos frontières tout simplement tout ce qui se passe, parce que c'est très éclairant, c'est parfois rassurant, parce que moi je ne fais certainement pas partie de ceux qui considèrent que la France est condamnée, évidemment non, mais c'est également stimulant, parce qu'on voit de très belles choses au-delà de nos frontières, et qui devrait nous inspirer beaucoup plus. Je rappelle simplement que l'Espagne, qui était en grande difficulté il n'y a pas si longtemps, va avoir cette année un taux de croissance 4 fois supérieur à celui de la France. Je rappelle que le Portugal, qui était en faillite, a maintenant des excédents budgétaires et baisse ses impôts en augmentant le salaire minimum. C'est assez inspirant de mon point de vue. Et ainsi de suite. La Pologne, qui est aux premières loges évidemment du conflit ukrainien, qui consacre plus de 5% de son produit intérieur brut à son effort de défense, a elle-même une croissance qui est 3,5 fois supérieure à celle de la France. Je trouve ça très rassurant, mais ça interroge également. Donc voilà, regardons ce qui se passe à travers le monde. N'ayons pas des images d'Épinal, par exemple sur la Chine, qui resterait l'atelier du monde, mais avec des usines textiles bas de gamme, etc. Non, ce n'est pas ça pour ceux qui vont en Chine. La Chine est assez impressionnante, bien sûr, de par sa taille, sa puissance, sa population, mais elle est surtout très impressionnante parce qu'elle a pris de l'avance technologique sur notre pays. Voilà, donc nous, entrepreneurs, on aime bien se benchmarker, comme on dit en bon français, et je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de regarder ce qui se passe autour de nous, et puis de regarder l'Europe elle-même. Effectivement, moi j'ai souhaité que le MEDEF s'y investisse beaucoup plus. Alors, on est entre nous,
C'est une petite boutade, je crois l'avoir déjà faite à midi, donc qu'on ne m'en veuille pas pour ceux qui étaient à ce déjeuner. Il y a quelques semaines, une organisation non gouvernementale assez suspicieuse à l'égard des entreprises et du patronat, je parlais de Transparency International, a décerné au MEDEF le titre de lobby le plus influent à Bruxelles. Alors dans l'esprit de cette ONG, et malheureusement je le crains dans l'esprit d'un certain nombre d'observateurs, c'était infamant, ça voulait dire c'est épouvantable, ces patrons, ils sont partout, ils font de l'entrisme, ils influencent les décisions politiques, étant rappelé que le statut de lobbyiste à Bruxelles est un statut officiel, hein, donc il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de répréhensible. Bien aussi curieux que ça puisse paraître, moi j'ai reçu ça en notre nom à tous, au contraire, comme un honneur et un satisfecit. Ça veut dire que le travail que tous ensemble nous menons à Bruxelles commence à donner des résultats, étant rappelé que 70 à 80% des normes au sens le plus large du terme qui régissent notre quotidien d'entrepreneur sont d'inspiration européenne. Et moi, je m'en réjouis d'une certaine manière, à part que dans certains cas, ces normes sont anormalement pénalisantes et pour le coup un peu décalées par rapport à ce qui se passe et qui devrait se passer à la surface du monde. Voilà, donc on est dans une dynamique, mais moi, j'oublie pas que ce sont les 80 ans du MEDEF Ille-et-Vilaine. Je suis très heureux de partager cet événement avec vous. Je le suis d'autant plus que je suis à différents égards un peu des vôtres. Alors d'abord, je le suis en tant qu'entrepreneur. Bien souvent, on me prend à partie dans les médias, ici ou là, dans les cénacles politiques, d'évidence en me considérant comme un apparatchik patronal, ben, pas plus que Eric, que tous ceux qui ont été à juste titre honorés et cités. Je ne suis un apparatchik patronal, je suis avant tout un chef d'entreprise. De surcroît, je suis un chef d'entreprise provincial. Ça n'est pas un titre de gloire, mais c'est la première fois qu'à la tête du MEDEF, il y a un provincial. Et puis enfin, certains initiés savent pourquoi, à titre personnel, mais également au titre de mon entreprise qui est implantée dans le département, je me sens infiniment des vôtres et d'autant plus heureux d'être parmi vous ce soir. Merci. Lorsque l'on parle vraiment MEDEF et lorsque l'on parle du président Patrick Martin, on se rappelle qu'il avait inscrit dès le début sa volonté d'être à l'international et de mettre l'Europe aussi comme quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui vous guide depuis le début de votre présidence? Oui, alors qui me guide parmi d'autres objectifs, si l'on peut dire. J'ai aussi voulu, et j'espère, je sais, je pense en tout cas, qu'on en fait la démonstration au jour le jour, y compris sur le champ politique français. J'y reviendrai quand même, hein. Il y a des sujets d'actualité assez lourds. Le budget notamment? Oh, par exemple. J'ai voulu qu'on ait un MEDEF d'affirmation. Donc oui, la dimension internationale, j'en ai parlé à l'instant, je peux développer encore, mais je ne veux pas être trop long. Pour toutes sortes de raisons, je l'ai redit, parce que c'est important qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, de bien ou de moins bien, que ce soit inspirant quand c'est bien, et qu'on le transpose en France. Je redis que notre débat franco-français n'est pas suffisamment éclairé, en tout cas ne prend pas suffisamment en compte ce qui se passe d'inquiétant ou de rassurant à la surface du globe. Mais j'en viens quand même à cette notion de MEDEF d'affirmation. Je ne réponds pas à votre question, j'ai cette sale habitude, c'est mon petit privilège. Non, mais pour vous dire, pourquoi MEDEF d'affirmation? Pourquoi MEDEF d'affirmation? Parce que je suis... allez, disons les choses. Je suis inquiet de voir que notre pays s'égare d'une certaine manière sur des terrains qui d'abord sont extrêmement clivants, contribue à fracturer ce pays qui n'a pas besoin de ça et qui adore d'ailleurs être fracturé, l'histoire le démontre. Hein. Mais surtout nous éloigne de ce qui, du point de vue des entrepreneurs, devrait être pour nos entreprises, bien sûr, mais pour le pays lui-même, finalement le fil conducteur. Il nous faut un MEDEF d'affirmation. Pourquoi? D'abord parce que, n'en déplaise à certains, l'entreprise n'a jamais été aussi populaire en France. Alors quand je dis ça à certains journalistes, je dois en convenir à certains politiques, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas le croire. En tout cas, quand ils le savent, ça les ennuie, donc ils passent à autre chose. 82% de nos concitoyens ont une bonne image de l'entreprise. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Je vous expliquerai pourquoi je dis tout ça. 70% de nos concitoyens souhaitent que les entrepreneurs s'expriment plus dans le débat public. Ces deux chiffres sont quand même bien la démonstration. C'est pas 100%, j'en suis conscient. Je sais que tout ça est fragile. Mais enfin, c'est quand même bien la démonstration, si nous avons cette bonne image, que nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités et que dans le chaos ambiant, l'entreprise, mais c'est
au moins aussi vrai par exemple des armées, l'entreprise reste un pôle référent, un pôle de responsabilité, un pôle où, sans se mettre sur la figure à longueur de journée, on sait dialoguer. L'entreprise est plus que jamais un lieu de cohésion sociale, un lieu de collectif. On doit s'en honorer. Mais ça nous donne voix au chapitre, d'autant plus que, je le rappelle, nos concitoyens attendent que nous nous exprimions. Et donc voilà, dans cette espèce d'obscurantisme ambiant, si nous ne prenons pas la parole, qui le fera à notre place? Pas pour défendre nos petits intérêts boutiquiers. Bien sûr qu'on a des intérêts à défendre, mais au-delà de ça, parce qu'on a une responsabilité collective éminente, et donc assumons cette responsabilité. J'ai bien vu qu'on devait être tous engagés. Nous sommes tous engagés. Pas que les élus, pas que les mandataires du MEDEF. Vous-même, ce soir, vous en administrez la preuve, vous êtes des citoyens engagés. Je parle d'obscurantisme. Il faut me couper le sifflet à un moment donné. Je parle d'obscurantisme. Je m'en veux, je vais vous dire, puisqu'à nouveau on est entre nous, je m'en veux d'avoir laissé prospérer ces espèces de hold-up intellectuels et par contre-coup politique qui font que les débats qui animent actuellement notre Parlement, je le dois dire, un peu trop suivis par notre gouvernement, sont lesquels? La taxe Zuckman. Et ils ont fini par installer dans le débat et dans les esprits que le vrai problème de la France, c'était celui du partage de la richesse. Vous pouvez tourner les chiffres dans tous les sens. Oui, il y a toujours mieux à faire. Et oui, dans nos entreprises, il faut qu'on aille plus loin dans ce partage de la richesse, la participation, l'intéressement, d'autres dispositifs encore. Mais enfin, la France, ça a été encore démontré il y a quelques jours par l'OFCE, qui est un organisme économique qu'on ne peut vraiment pas soupçonner de proximité avec le MEDEF. La France est le pays européen où le partage de la valeur est le plus favorable aux salariés, et au fil des ans, ça s'amplifie. À un moment donné, il faut apporter un peu d'objectivité dans les débats. Eh bien non. Tout le monde est parti tête baissée sur le sujet de l'équité fiscale, et donc les débats ont été animés par quoi? Par la taxation des super riches, par la remise en cause du Dutreil, par la taxation des fortunes dites improductives, qui est un truc qui n'existe pas, la fortune improductive, et tutti quanti. Premier hold-up. Deuxième hold-up, les aides aux entreprises. Alors là, il y a eu un tour de force extraordinaire. J'étais au Sénat ce matin et je garde en tête le souvenir de mon audition par la commission spéciale, constituée donc par le Sénat, sur les aides aux entreprises. Le rapporteur spécial de cette commission, qui est un homme par ailleurs extrêmement intelligent et, je dois le dire devant vous, tout communiste qu'il soit, extrêmement sympathique, a réussi là aussi un hold-up formidable. Bilan des courses, quand on ne parlait pas de la taxation des super riches, on parlait de la restitution par les entreprises des aides que, exagérément, indûment, la collectivité, l'État lui-même, leur déverse à longueur de journée. La réalité des choses, et c'est là aussi qu'on doit être dans un MEDEF d'affirmation, et que tous, vous avez un rôle à jouer pour rétablir des vérités, sans arrogance, respectueusement, républicainement, mais quand même pour rétablir des vérités. La réalité, c'est quoi? C'est que net de ces aides, nos entreprises restent les plus taxées de l'OCDE et au deuxième rang mondial en matière de taxation. Et donc, si on ne réintroduit pas, au titre de ce MEDEF d'affirmation, des vérités premières, il ne faut pas s'étonner que le débat, puis la décision publique, s'égare. Et bilan des courses, puisque ce pays, selon certains, est malheureux, que la souffrance au travail est le quotidien de tous nos salariés, 12 millions de salariés dans les rangs des 240 000 entreprises adhérentes du MEDEF, si j'écoute en off, ils sont beaucoup plus nuancés, mais en on, un certain nombre de nos interlocuteurs syndicaux, c'est la souffrance. Tout le monde va travailler à reculons, et donc à partir de là, il faut travailler moins longtemps. Reculade sur les réformes des retraites, Borne et Touraine. Les syndicats eux-mêmes ne demandaient pas la suspension de la réforme Touraine. C'est sorti comme un lapin d'un chapeau, une peau de lapin. On est actuellement en discussion sur l'assurance chômage. Le précédent gouvernement avait commis ce qu'on appelle une lettre de cadrage pour renforcer les conditions de l'assurance chômage. Qu'on se comprenne bien, ça veut dire plus de durée de cotisation, moins de durée d'indemnisation, en un mot commençant, inciter plus encore les demandeurs d'emploi à retourner à l'emploi. Je me garde de dire que tous sont des opportunistes, des fainéants qui contournent le système. Évidemment non. Eh bien, on est en train de détricoter cette lettre de cadrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de message, en bloquant les réformes des retraites et
en renonçant à cette lettre de cadrage sur l'assurance chômage, on envoie déjà le message qu'il ne faut surtout pas travailler plus dans ce pays. Surtout pas dans le pays où on travaille le moins au monde. Alors ce n'est pas un problème moral, c'est un problème d'efficacité économique. Pourquoi est-ce que la France a un problème de pouvoir d'achat? Et c'est là aussi qu'on doit être un manœuvre d'affirmation et qu'on doit apporter de la rationalité dans le débat. Pourquoi la France se déclasse-t-elle en termes de pouvoir d'achat? 7e puissance économique du monde, pourvu que ça dure, 25e rang mondial en termes de pouvoir d'achat, de PIB par habitant. Quand vous regardez comme les Allemands, les Suisses, moi je suis frontalier de la Suisse, on n'en parle même pas, mais c'est vrai des Espagnols, le pouvoir d'achat par habitant, le PIB par habitant des Italiens a très récemment dépassé celui de la France. Pourquoi la France se déclasse-t-elle en la matière? Pourquoi est-ce que c'est la première préoccupation de nos concitoyens? Eh bien tout simplement parce qu'on ne produit pas assez. Vous suivez les débats politiques actuels, il faut travailler moins, en tout cas ne pas travailler plus, et il faut taxer les investisseurs et les épargnants. Moi, j'ai quelques souvenirs d'économie. Je ne suis pas totalement marxiste, mais enfin, Karl Marx a bien dit « capital plus travail ». Si vous empêchez les gens de travailler plus et si vous taxez ceux qui investissent, il ne faut pas s'étonner. Et moi, je suis un patriote, on est tous des entrepreneurs, on a envie d'avancer. Et de temps en temps, on doit dire, même si on se trouve parfois un peu seul au milieu du champ de bataille, on doit dire que ce pays fait fausse route et que si les gens de bonne volonté, à un moment donné, en regardant ce qui se passe à l'international, en réintégrant ces évidences économiques, ne posent pas les problèmes comme ils doivent être posés, se laissent égarer par ce que j'appelle l'obscurantisme ou les hold-up intellectuels, eh bien si on n'est pas là pour le dire, personne ne le dira à notre place, eh bien on le dit. Et on aura raison au bout du compte. Il reste encore du temps, Patrick Martin. On a bien compris en filigrane cette volonté de porter la voix du MEDEF. Il y a quelques élections qui arrivent, ça ne vous a pas échappé. Les municipales 2026, la présidentielle 2027, les sénatoriales, là encore, le MEDEF doit porter la voix des entreprises pour appréhender au mieux ces élections qui sont fondamentales et capitales pour notre pays. Oui, alors attention, on doit la porter, cette voix, évidemment, parce qu'on a un rôle, nous sommes des acteurs essentiels de la société civile, mais enfin, nous restons à notre place. Le MEDEF n'est pas un mouvement politique. Ici et là, on me dit, oh là là, tu fais de la politique. Tout est politique, à vrai dire, en France singulièrement. Mais nous ne sommes pas, à proprement parler, un parti politique, ce qui n'empêche pas que j'encourage celles et ceux d'entre vous qui peuvent et qui veulent s'engager en politique à le faire, parce qu'il y a une sous-représentation de l'entreprise privée d'une manière générale, des chefs d'entreprise en particulier dans le personnel politique, qui n'est pas indifférente au regard d'un certain nombre d'orientations qui sont prises par les politiques. Alors, pour autant, on ne peut pas effectivement être indifférent aux élections municipales. Moi, je suis lyonnais. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe à Lyon. On a un maire très vert, on va dire très vert, formidable. Il se construit, c'est moins que Rennes, parce que Rennes, c'est le centre du monde. Mais quand même, Lyon est une agglomération qui se développait bien. On était sur un rythme, parce que la pression démographique le justifiait, on était sur un rythme de 30 000 mises en chantier de logements annuels. On est à combien maintenant? 4 000. 4 000. Alors, c'est pas que de la faute du maire, mais un petit peu quand même. Donc voilà, je ne me prononce pas sur les élections en Ille-et-Vilaine. Ça serait inapproprié, je ne suis pas compétent. Mais bon, voilà, il faut quand même qu'on ait des élus locaux qui, de toute sensibilité par définition, mais qui quand même pigent un petit peu les enjeux de l'économie, parce que derrière les enjeux de l'économie, c'est les enjeux des citoyens. Et c'est vrai au niveau des municipalités. Bon, et puis on a l'élection présidentielle. Moi, je vais vous donner mon pronostic. C'est qu'à fortiori, ayant reculé sur la réforme des retraites, on va faire de ce sujet le centre de la prochaine élection présidentielle. Eh bien, ce n'est pas de très bon augure pour des candidats qui, eux, comprendraient l'économie, qui, eux, comprendraient le monde, qui, eux, comprendraient l'entreprise, qui, eux, voudraient faire sortir ce pays par le haut. On est reparti, ça va être rebelote et 10 de l'air. Ça aurait été quand même autre chose de maintenir ces réformes au demeurant insuffisantes, plutôt que de faire marche arrière, parce que là, ça va être la foire à je ne sais quoi. Donc, je suis vaguement préoccupé. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a un concours de démagogie, et si là aussi nous n'assumons pas ce MEDEF d'affirmation, comme nous l'avons fait lors des précédentes présidentielles, comme nous l'avons fait avec une certaine efficacité lors des élections européennes, eh bien,
je crains que cette élection 2027, dont certains se convainquent qu'elle va nous sortir de l'ornière, que ça va être la solution à tout, en réalité ne règle rien, et peut-être pire encore. Donc il faut là aussi être tous engagés. Une dernière question, il nous reste 1 minute 30. La France doit se doter d'un budget, c'est très important. Vous vivez comment cette séquence ? Bon, on la vit avec beaucoup d'inquiétude. Alors évidemment, on fait la part des choses entre les postures, les excès, les vociférations au cas par cas qu'on a pu observer à l'Assemblée nationale. Le Sénat, évidemment, est une maison qui se tient encore. Mais ça a quand même créé beaucoup de stress dans nos rangs, même si on savait qu'un certain nombre d'amendements qui ont été votés quand même, hein, ici et là, y compris dans les rangs gouvernementaux, on dit, ouais, vous jouez à vous faire peur, et puis surtout, si on n'était pas là, ça serait pire encore. Enfin, nous, ce qui nous fait avancer, c'est pas le moins pire, c'est le meilleur. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des dispositions qui, à l'initiative, quand ça n'était pas de LFI, du RN, ont été votées, qui sont contraires à nos engagements internationaux, qui sont contraires à notre Constitution. Donc on n'est pas dupe, on savait très bien qu'il y avait de l'esbrouf là-dedans. Mais enfin, il n'en demeure pas moins qu'il y a une orientation générale de ce budget, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas propice, qui n'est pas favorable à la croissance. Et donc, quand on vient nous dire il va falloir investir plus encore pour vous décarboner, il va falloir que vous distribuiez plus de valeur à vos salariés. Il va falloir que d'une manière générale vous investissiez, etc. Nous, on est prêts à faire ça. Non seulement on est prêts à le faire, mais on veut le faire. Et je dirai un mot tout à l'heure sur la jeunesse, pas dans les quelques secondes que d'ailleurs j'ai déjà dépassé, mais je tiens absolument à parler de la jeunesse et notamment de l'apprentissage. Donc on nous demande beaucoup de choses. On est non seulement prêt, mais on veut faire beaucoup de choses. Mais si vous regardez froidement, objectivement, ce que prévoit ce budget, c'est pas très encourageant. Et j'insiste là-dessus, c'est l'inverse de ce que font tous les pays à la surface de la planète. L'Allemagne, dont on ne perd pas de vue qu'elle est dirigée par une coalition associant qui ? Des conservateurs et des socialistes. L'Allemagne, alors elle en a les moyens budgétaires, tant mieux pour elle. Là aussi, c'est pas le fruit du hasard. L'Allemagne vient de décider de 46 milliards d'aides aux entreprises pour les encourager à investir. Nous, on va encore nous raboter sur les allègements de charges. Là, je ne comprends pas très bien. L'Espagne a pris des dispositions ultra favorables à ces entreprises, et ainsi de suite. Et donc voilà, on a un budget qui me paraît aller à contresens, qui nous paraît aller à contresens de ce qu'il faudrait pour le pays lui-même faire, c'est-à-dire soutenir les créateurs de valeur, soutenir la croissance pour que nous nous donnions les moyens de nos ambitions. Voilà, donc il y a l'expression dans nos rangs d'une incompréhension, parfois d'une inquiétude, progressivement, et on s'emploie à ce que ça ne dégénère pas d'une colère. Moi, je vois ce qui s'est passé dans les rangs patronaux à Toulouse cette semaine, ce qui s'était passé la semaine précédente dans la région sud, ce qui se passe dans le Limousin, ce qui est prévu à Lille. Eh bien, écoutez, si ce n'est pas l'expression à minima d'une incompréhension et à maxima d'une colère, je ne sais pas ce que c'est. Et on a en face de nous une conjoncture, et c'est ça aussi que nos politiques, pas tous, je me garde là aussi des généralités, ne prennent pas suffisamment en compte. On a quand même une conjoncture qui, en moyenne des secteurs d'activité, est pantelante. Et pantelante. Tant mieux que l'aéronautique s'en sorte bien, c'est ça qui a tracté la croissance au 3e trimestre. Enfin, les 102 fédérations professionnelles qui constituent le MEDEF, nos MEDEF territoriaux, nos MEDEF régionaux nous donnent des capteurs que l'INSEE, Bercy, la Banque de France n'ont pas, en tout cas en temps réel et de manière aussi exhaustive qu'on les a. Moi, je ne crois pas me tromper, et là aussi, je rappelle, je suis entrepreneur, donc je vis ça au jour le jour. Je ne crois pas me tromper en disant que la pente n'est quand même pas très bonne, que le moral des troupes n'est quand même pas très bon, et donc, de grâce, il faut que les politiques intègrent tout ça, et plutôt que de nous stigmatiser et de venir nous accabler chaque jour un peu plus, nous envoient non seulement des messages, mais des preuves d'amour. C'est ce que je dis au Premier ministre. Je mesure la difficulté de l'équation qu'il a devant lui, hein, qui est à vrai dire assez inextricable. Mais enfin, allez, je me lâche carrément. Si le pays devait être géré par le Parti socialiste et la CFDT, autant qu'on nous le dise. Patrick Martin, un dernier mot, puisque la deuxième partie sera consacrée à cette jeunesse. Vous venez de l'évoquer. Vous aviez beaucoup insisté sur le cours Philippe Chatrier au moment de la REF à Roland-Garros.
On termine sur cette jeunesse, porteuse aussi d'avenir. On ne va pas terminer sur la jeunesse, on commence cette sur la jeunesse. Voilà, on se comprend bien. Oui, à nouveau, il y a beaucoup de belles choses qui se font dans ce pays. Je pense qu'on s'est quand même honorablement occupé des seniors. Je ne reviens pas sur ce que je viens de dire d'acide sur la suspension de la réforme des retraites, qui allait précisément dans le sens de la préservation de nos régimes de retraite, donc sauf erreur au bénéfice des seniors. On a signé un accord national interprofessionnel sur les transitions et reconversions professionnelles qui est très favorable aux seniors. On a un taux d'emploi des seniors qui était en train d'augmenter, qui a déjà rejoint, même dépassé le taux d'emploi européen sur les 55-60 ans. C'est l'effet mécanique des précédentes réformes des retraites. Et là où le bas blesse, c'est sur les 60-65 ans, 3,5 points d'augmentation du taux d'emploi depuis le début de l'année, effet direct de la réforme Borne. C'est une excellente raison pour la suspendre. Mais le vrai problème du pays, en tout cas le problème le plus grave pour le pays, à vrai dire, ce n'est pas un problème, c'est une aubaine, c'est une opportunité, c'est notre jeunesse. Le verre à moitié vide, c'est quoi? C'est qu'on a un taux de chômage des jeunes qui est énorme, bien supérieur à celui des pays voisins, et qui non seulement est énorme, mais il augmente. Il est passé de 15 à 17%, non, de 17 à 19% depuis le début de l'année. On a 1,5 million de nos enfants qui restent au bord de la route, ce qu'on appelle les NEETs, sans emploi, sans formation. Et par définition, la jeunesse, c'est notre avenir. Et ça l'est d'autant plus qu'on a une démographie qui fait que nos tensions de recrutement ne pourront qu'augmenter. Et donc, raison de plus à la fois sur le plan humain, pour commencer, humain pour les jeunes eux-mêmes et leurs familles, sur le plan social, sur le plan sociétal, parce qu'il y a des jeunes en déshérence et dont on sait qu'ils sont exposés à certaines dérives ensuite. Et puis sur le plan économique, il faut que nous nous consacrions beaucoup plus à la jeunesse. Moi, j'avais été très en soutien, le MEDEF avait été très en soutien du gouvernement quand, à l'époque, Gabriel Attal, ministre de l'Enseignement, avait lancé, sous l'impulsion du président de la République, la réforme des lycées professionnels. Allez-y plein pot sur la réforme des lycées professionnels. C'est un très bel objet, si je puis dire. C'est 650 000 gamins qui, pour beaucoup d'entre eux, sont égarés dans des formations parce qu'on les a mal orientés et des formations qui n'offrent pas de débouchés professionnels. L'accueil des stagiaires, tout ce qu'on fait en soutien de l'apprentissage, je reviens là-dessus, c'est une hérésie au motif de quelques économies budgétaires qu'on pourrait faire tout aussi bien, et très au-delà d'ailleurs, sur des dépenses totalement improductives de la sphère publique, du social en particulier. C'est une hérésie donc de renier ces aides. Enfin, la France s'est lamentée à juste titre pendant des décennies parce qu'on était incapable de dépasser 300 000 apprentis. En l'espace de 3 ans, on monte à 1 million d'apprentis. Il faut absolument casser ce joyau, cette réussite extraordinaire. Moi, j'avoue, par moments, je ne comprends pas très bien. Donc la jeunesse, d'une manière générale, il faut qu'on y soit beaucoup plus attentif, qu'on soit beaucoup plus bienveillant. Alors, je ne suis pas naïf en disant ça, parce qu'il y a des jeunes plus ou moins sympas, on va dire ça comme ça. Mais quand même, faisons-le plus. Il y a beaucoup d'initiatives patronales qui sont prises à travers toute la France, en matière d'inclusion, en matière d'accueil des stagiaires, en matière d'implication auprès des bureaux des élèves, des entreprises, dans les lycées professionnels. Moi, je vous encourage, et moi, je tente de le faire pour ma propre entreprise, à y aller plein pot. Et puis, je vais vous dire, à la fin, évidemment, et je viens de vous en administrer la preuve, le MEDEF, son président, ne peuvent pas ne pas tenir de temps à autre des discours un peu vindicatifs, un peu critiques ou carrément critiques, mais parce qu'on est des entrepreneurs et que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, il faut aussi qu'on envoie, correspondant à nos convictions, pas pour faire genre, pas pour faire de l'esbrouf, mais parce que ça correspond à nos convictions, il faut aussi qu'on envoie des messages positifs. Et envoyer des messages positifs en direction des jeunes, je crois que c'est la meilleure et la plus belle chose qu'on puisse faire. Voilà. Merci à vous, on peut vous applaudir. Merci Patrick Martin.